Bonjour. Je peux vous dire bonjour parce que c'est le lever du jour face à mon étrave. Faut imaginer le trimaran Solevo qui avance à 35 nœuds là, sur la mer toute plate, et le soleil qui sort de l'eau et qui monte dans mon étrave. Ça veut dire quelque chose de très important pour nous dans un tour du monde. C'est que ça y est, on fait cap à l'est. Et tous les jours, quand on pourra voir le soleil, il y aura cette scène incroyable où le soleil se lève juste devant nous. Et là, il était mais presque parfait. J'ai cru que j'allais pouvoir voir le rayon vert à travers la mer et au lever du soleil. On vient de finir la descente qui vous fait vous rendre compte que le Brésil est très très grand. Et on était au large de Sao Paulo. Et là, virage à gauche, tout, et on a réussi à attraper un front euh, qui va nous emmener dans les 40e. Et cette bagarre pour attraper ce front, elle était très importante par rapport à la course, évidemment. Par rapport au fait de rester avec nos deux petits communs devant qui s'étaient un peu fait la malle. Et donc il a fallu hier et avant-hier qu'on cravache fort. Et on s'est fait deux très belles journées, avec des journées à presque 800 000 par jour. C'est à la fois une belle performance et puis il la fallait quoi. Et c'était soit ça, soit on se faisait décrocher. Et c'est vrai que là après c'était vraiment beaucoup plus compliqué pour nous pour la suite. Donc beaucoup de pression et on a mis beaucoup d'intensité avec ces hautes vitesses, avec le bateau très volant, avec des vitesses tout le temps très régulières à 30-35 nœuds, donc des mouvements du bateau qui sont très brusques, vraiment une attitude qu'il faut avoir pour être à ces hautes vitesses, et ces hautes vitesses sur la durée et sur 24 heures, qui demandent vraiment une attention particulière, le bruit, et après à ce moment-là, à bord, vivre en se déplaçant, en s'accrochant partout et en pilotant l'engin vraiment sur le bout des foils. Donc pour autant c'était pas non plus si difficile que ça. J'avoue que je m'attendais à ce que ça soit plus engagé. En fait, le bateau était assez tranquillement installé à assez haute vitesse. Et une fois qu'il y est, vous avez réglé le bateau et ça déboule quoi. C'est sûr que dans ces cas-là, l'eau passe souvent sur le pont, peut venir jusqu'à ruisseler à l'intérieur de temps en temps. C'est là où on voit si le bateau est bien fait ergonomiquement pour que ça puisse résister à cette humidité qu'on va connaître maintenant, parce que voilà, on rentre dans le vif du sujet, dans les mers du Sud. On est en train de faire le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. L'anticyclone de Sainte-Hélène, pour ceux qui font des records, c'est vraiment quasiment là où c'est jusque là qu'on voit la possibilité d'entrevoir une fenêtre météo. Et donc on regarde cet anticyclone de Sainte-Hélène pour savoir où il est positionné, ou s'il faut faire un grand tour ou pas, et où, comme là, on arrive à couper l'anticyclone de Sainte-Hélène avec une dépression qui sortirait de l'Uruguay ou de Sao Paulo, et qui nous permettrait de couper le fromage. De gagner beaucoup en distance et donc de beaucoup en temps. Là, c'est pas le cas dans le sens où on est parti le 7 janvier de Brest, et l'Archeol Team Challenge, c'est une course. Donc on est 6 bateaux engagés, et là on n'avait pas cette visibilité, où on regardait pas forcément ça avec attention. Mais Sainte-Hélène, ça reste le moment où on tourne à gauche et on s'engage dans les mers australes. Il se trouve que je peux pas à chaque fois ne pas citer Hélène MacArthur, qui a été la marraine d'un de mes bateaux, qui est une femme incroyable, exceptionnelle. C'est vraiment une femme hors norme, qui a fait ce tour du monde en solo, en multicoque, qui l'a eu en tant que record
overall. Donc une femme a été recordman du monde, woman du monde, mais en tous les cas, sans distinction homme ou femme. Et je crois que cet anticyclone Sainte-Hélène, il lui était bien nommé pour elle. Et à chaque fois que je passe là, ça veut dire ça. C'est un point névralgique de tous ces tours du monde. Et c'est aussi très clairement en quelques heures, mais vraiment quelques heures, vous passez des chaleurs torrides, humides du Brésil et notamment jusqu'en bas, jusqu'à Sao Paulo, jusqu'à Rio de Janeiro avant, à ce froid qui commence à s'installer. Vous passez de l'été humide tropical à l'automne dans ses couleurs, dans son ressenti et surtout dans le froid qui va s'installer et qui va très très vite venir piquer l'atmosphère du bateau. Euh, Là, ça a tout changé. Je me suis changé. J'ai déjà deux sous-couches de vêtements. Dormir sans rien sur soi, c'est pas facile de s'endormir tellement on sent tout de suite qu'il fait froid. Commence à avoir un peu de buée à l'intérieur et le froid va vraiment s'installer. Et c'est vraiment la marque de contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui nous emmène et qui nous trace la voie vers les mers australes, vers à la fois tout ce qu'il y a de plus majestueux, de plus pur, de plus grandiose. C'est un endroit du monde qui n'appartient pas à l'homme. C'est un endroit du monde où on est juste toléré. Il y a quelques îlots, on en parlera peut-être pendant le voyage, mais comme effectivement ça va être nos premières îles, Prince Edward Island, et puis après les Crozet, Marion et évidemment les Kerguelen, mais pour ne citer que celle-là, mais c'est des îles qui sont maintenant habitées que par des scientifiques qui se sont installés pour étudier, mais depuis qu'il n'y a plus de chasse à la baleine, ni de phoques, il n'y a plus de vie à proprement parler sur ces terres australes. Donc on rentre dans un no man's land. Ce moment-là, pour moi, il est comme de prendre une décision. C'est comme un engagement. C'est comme là, ça y est, on est parti au portant. On est à 35 nœuds, 37 nœuds là, 38 nœuds maintenant. Euh, on va pas faire marche arrière. Si à un moment donné ça se passait pas bien, il y aurait encore de remonter sur l'Afrique du Sud et s'arrêter. Et c'est l'abandon. Mais là, ce virage-là, après 10 jours de course, c'est le moment de la décision. Jusqu'à présent, ça ressemble presque à nos courses habituelles transoceaniques. Et là, c'est plus une course transoceanique. C'est un voyage qui se veut beaucoup plus mature, beaucoup plus initiatique pour certains. C'est pas anodin que de se dire, voilà, j'ai décidé, je tourne à gauche, je m'écarte des côtes brésiliennes et je m'engage dans ce que moi j'appelais quand j'ai découvert ça le Grand Sud. Et le Grand Sud, c'est là. Ça me fait sourire parce que sur Sport Elec, il y avait un garçon qui demandait tout le temps à Olivier Kersodon, bon, c'est quoi le Grand Sud? Il y avait cette expression un peu là. Et Olivier lui disait à chaque fois, mais tu verras quand on y sera. Et, et jusqu'à ce qu'on arrive sous Cap de Bonne-Espérance, il était là. Mais Olivier, c'est comment le Grand Sud? Et ouais, voilà, on y rentre. On y est rentré ce matin par ce lever de soleil face à notre étrave et qui va nous accompagner maintenant jusqu'au Cap Horn. Bonne journée. Hier, c'était une sacrée journée. Je sais pas comment va être celle-là, mais beaucoup d'engagement physique, grosse manœuvre. Très grosse manœuvre d'ailleurs. Ouais, j'ai engagé une très grosse manœuvre pour nous sur ce bateau. Et là, il faut rester accroché à ce front et pas se laisser distancer. Voilà. J'étais content de faire ce petit bout de parole avec vous parce que c'est un moment assez intime en fait. C'est un moment ouais, très fort dans la prise de décision d'un marin qui s'écarte du continent et qui s'engage dans les mers australes.